هذا حقكم وحصلتوا عليه، الله يوفقكم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le Parlement débat de la grille des salaires du secteur public pour trouver des solutions susceptibles de couvrir les dépenses envisagées, soit 2 milliards de dollars. Signora propose la formation d'un comité ad hoc. Une séance plénière sur fond de grogne sociale qui reprend de plus belle avec grève à l'appui. Les syndicats menacent de lancer dès demain un mouvement de manifestation illimité si la grille n'est pas adoptée. Le ministère de l'Intérieur annonce plusieurs projets d'infrastructures dans différentes régions libanaises dans le cadre de l'aide aux réfugiés syriens. Des projets rendus possibles grâce notamment à un don de 22 millions de dollars de l'Union européenne. Et à suivre également dans ce journal, le robot sous-marin dépêché pour aider à la localisation de l'épave de l'avion disparu de la Malaysia Airlines a vu sa première mission tourner court après avoir atteint la profondeur maximale de 4500 mètres. La session parlementaire consacrée à la grille des salaires a été levée à 14 h et doit reprendre à 17 h au milieu de mesures de sécurité draconiennes. Cette séance plénière est consacrée exclusivement à l'étude de son financement. Les députés sont appelés à débattre de la grille des salaires du secteur public alors que la grogne sociale reprend de plus belle avec grève et manifestations à l'appui. La séance matinale s'est limitée à des généralités. Les recettes susceptibles de couvrir les dépenses envisagées, soit environ 2 milliards de dollars, font toujours l'objet d'un bras de fer entre syndicats et organismes économiques qui mettent en garde contre un effondrement total de l'économie libanaise. Fouad Seniora a proposé de former un comité ad hoc qui serait chargé de revoir la grille des salaires du secteur public. Le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur suggère que ce comité soit constitué de députés, d'experts et du gouverneur de la Banque du Liban pour réétudier la grille des salaires, éliminer l'effet rétroactif et soumettre ses recommandations au Parlement dans un délai donné. Pour sa part, Hassan Fadlallah affirme vouloir éviter une crise sociale. Le député du Hezbollah a indiqué que son bloc parlementaire déploie des efforts pour faire adopter la nouvelle grille des salaires, mais sans imposer un nouveau fardeau aux couches défavorisées. Fadlallah estime que tous les employés du secteur public doivent obtenir leurs droits tout en préservant la stabilité économique, monétaire et financière du pays. Pendant ce temps, des centaines de manifestants ont répondu à l'appel du comité de coordination syndicale et se sont rassemblés place Riyad Salah pour demander l'approbation de la nouvelle grille des salaires. Une délégation du CCS s'est même rendue au Parlement pour remettre un mémorandum au président de la Chambre, Nabih Berri. Le président du syndicat des enseignants des écoles privées, Naameh Mahfoud, a menacé d'enclencher un mouvement de manifestation illimité dès demain si la grille n'est pas adoptée aujourd'hui. Pour sa part, le président du CCS, Hanna Gharib, a réitéré son rejet de toute hausse de la TVA et de l'échelonnement de la grille des salaires. Le ministre de l'Intérieur a présenté plusieurs projets d'infrastructures que son ministère compte réaliser dans différentes régions libanaises dans le cadre de l'aide aux réfugiés syriens. Des projets rendus possibles grâce notamment à un don de 22 millions de dollars de l'Union européenne. Nohad El Machnouk a tenu un point de presse en présence de plusieurs présidents de municipalités de la Bekaa et du Liban Nord qui accueillent un grand nombre de réfugiés syriens. Le ministre a mis en garde contre les dangers que représentent les centaines de milliers de réfugiés au Liban, soulignant qu'il faut limiter leur arrivée, surtout ceux qui viennent de régions sûres de la Syrie. Direction le palais de Baabda où Michel Sleiman s'est entretenu ce mardi avec le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil. Il a été question de dossiers liés à la situation intérieure. Le chef de l'État a par ailleurs reçu l'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, avec qui il a discuté des relations bilatérales et des aides militaires prévues à l'armée libanaise, ainsi que de la situation régionale. Il a également reçu l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Liban, Tom Fletcher, une rencontre qui a porté sur la coopération en cours entre les deux pays et la mise en œuvre du plan sécuritaire de ces dernières semaines. Michel Sleiman a enfin condamné l'assassinat des 3 journalistes d'Al-Manar, estimant que les auteurs doivent être fermement sanctionnés.
Et puis justement, les 3 membres de l'équipe de la chaîne d'Al-Manar ont été tués hier par des tirs dans la ville historique chrétienne de Maaloula en Syrie. Il s'agit d'un journaliste, d'un caméraman et d'un technicien. L'équipe a été la cible de tirs nourris de combattants à Maaloula, reprise aux rebelles par l'armée syrienne, appuyée par le Hezbollah. D'autres membres de l'équipe ont été blessés par les tirs. Al-Manar précise que ces véhicules arboraient le sigle de la presse. Leur mort porte à 28 le nombre de journalistes morts en Syrie depuis le début du soulèvement en mars 2010. Le président du Parlement syrien doit annoncer la semaine prochaine la date de l'élection présidentielle, élection à laquelle Bachar al-Assad devrait se présenter pour un nouveau mandat de 7 ans. C'est ce que rapporte le quotidien Al-Watan, proche du pouvoir. Jusqu'à présent, Bachar al-Assad et avant lui son père Hafez étaient élus par référendum. La Constitution approuvée en 2012 donne pour la première fois la possibilité à plusieurs candidats de se présenter, mais les conditions requises limitent fortement leur nombre. Des clauses empêchent par exemple de facto les figures de l'opposition en exil de se présenter. Elles stipulent que le futur président doit avoir vécu en Syrie de manière continue au cours des 10 dernières années. Direction Le Caire, où un attentat à la bombe commis par des assaillants non identifiés a blessé 2 policiers à un barrage routier dans le centre du Caire. Des activistes islamistes ont multiplié les attaques contre les forces de l'ordre en Égypte depuis que l'armée a renversé le président islamiste Mohamed Morsi en juillet dernier. Les autorités mises en place par les militaires ont décrété en décembre que la confrérie était désormais considérée comme une organisation terroriste. Une élection présidentielle doit avoir lieu fin mai. Chef de l'armée au moment de la destitution de Morsi, Abdel Fattah el-Sisi est le grand favori de ce scrutin. L'ambassadeur de Jordanie en Libye a été enlevé ce matin par des hommes armés et masqués alors qu'il quittait son domicile. Les ravisseurs ont attaqué son véhicule et tiré sur son chauffeur qui a survécu à l'attaque et a été hospitalisé. Dans un instant, direction la France pour la visite d'Aung San Suu Kyi. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Bluefin 21, c'est le nom du robot sous-marin autonome déployé dans l'océan Indien à la recherche de l'épave du Boeing 777 de Malaysia Airlines. Il pourrait replonger après une première mission écourtée. Le robot, qui a la forme d'une torpille, a atteint ses limites opérationnelles plus tôt que prévu, en 6 heures au lieu de 16. Les données collectées sont en cours d'analyse. La profondeur dans la zone de recherche se situe entre 4200 et 4400 mètres sur une quarantaine de kilomètres carrés à plus de 2000 km au nord-ouest de Perth en Australie. Le Washington Post et l'édition américaine du Guardian ont été récompensés dans la catégorie service public du prix Pulitzer, l'un des plus prestigieux du journalisme. Ces 2 organes de presse se sont fait l'an dernier le porte-voix des révélations d'Edward Snowden. L'ancien consultant de la NSA a révélé au monde entier l'ampleur des programmes de surveillance mis en place par l'agence de sécurité américaine. Snowden, qui est réfugié en Russie, est perçu soit comme un traître, soit comme un héros. Ces révélations ont embarrassé le gouvernement américain et tendu les relations avec des pays alliés, furieux de découvrir que Washington enregistrait même les conversations privées de certains de leurs dirigeants. Nouvelle conversation téléphonique stérile entre Vladimir Poutine et Barack Obama sur la crise en Ukraine. Le chef de la Maison-Blanche a demandé à son homologue russe d'agir auprès des groupes armés pro-russes pour les convaincre de quitter les bâtiments officiels qu'ils occupent. Le chef du Kremlin, lui, a nié toute ingérence de Moscou dans l'est de l'Ukraine. Et puis pour Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, Kiev propage des mensonges en fustigeant une ingérence russe. Pour son homologue britannique, Moscou n'est pas crédible. Selon William Hague, il n'y a aucun doute sur le fait que cela a été planifié et provoqué par la Russie. Les forces en présence sont bien armées, bien entraînées, bien équipées et bien coordonnées. Hier, les ministres européens des Affaires étrangères ont décidé d'allonger la liste des personnalités sous le coup de sanctions. Réaction de Laurent Fabius. D'une part, il y a eu une décision économique qui permet d'apporter un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Et au moment où je m'exprime, nous sommes en train d'étudier l'extension de la liste des personnes qui font l'objet de sanctions. Et si c'est nécessaire, il peut y avoir la semaine prochaine une réunion des chefs d'État et de gouvernement au niveau de l'Europe qui peut prendre de nouvelles sanctions. L'objectif, c'est à la fois de faire preuve de fermeté et de garder le dialogue ouvert.
Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. C'est la position de la France, c'est la position de l'Europe. Augmenter la pression sans rendre le dialogue impossible. Et c'est là où la diplomatie intervient. L'opposante birmane et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, reçue à Paris par François Hollande. Elle réclame un soutien international à la transition démocratique dans son pays, qui est, selon elle, dans une passe difficile. D'après Aung San Suu Kyi, les amendements à la Constitution, les tensions ethniques et le rôle de l'armée dans la vie politique birmane sont des enjeux d'une importance extrême. La Birmanie connaît des affrontements sanglants entre bouddhistes et musulmans qui ont fait 250 morts et plus de 140 000 déplacés depuis 2012. L'opposante birmane s'exprimait lors d'un point de presse conjoint avec François Hollande. On écoute le président français. Nous avons fait en sorte que la Birmanie puisse être intégrée dans les processus économiques et commerciaux. Nous agissons avec nos partenaires européens, mais nous sommes très attentifs. Et nous sommes même préoccupés chaque fois qu'il y a une barrière, un obstacle qui est mis sur la route de la démocratie. Et la France est très attachée à ce que le processus qui a été engagé pour la démocratie en Birmanie puisse atteindre son objectif, c'est-à-dire des élections libres en novembre 2015 et les révisions de la Constitution qui permettront aux Birmans de pouvoir exprimer souverainement leur choix. Le tribunal italien a imposé à Silvio Berlusconi d'effectuer 1 an de travaux d'intérêt général à la suite de sa condamnation pour fraude fiscale. Les avocats de l'ancien président du Conseil ont proposé que leurs clients s'occupent de personnes handicapées dans une nouvelle résidence spécialisée qui va être ouverte dans la campagne près de Milan. En raison de son âge, 77 ans, le Cavaliere pouvait être soit assigné à résidence, soit astreint à des travaux d'intérêt général plutôt que placé en détention. Soucieux de diriger la campagne de son parti Forza Italia pour les élections européennes du mois prochain, il veut éviter que sa liberté de mouvement soit entravée. Boston rend hommage aux victimes des attentats du 15 avril dernier lors de son marathon il y a 1 an jour pour jour. 3 personnes ont perdu la vie et 264 autres ont été blessées quand 2 bombes artisanales cachées dans des sacs à dos posés à même le sol ont explosé. Les bombes avaient été placées près de la ligne d'arrivée du célèbre marathon couru par 23 000 personnes. Rapidement, 2 hommes sont soupçonnés d'avoir commis les attentats, les frères Tsarnaev, d'origine tchétchène. L'aîné meurt après une course-poursuite avec la police. Son frère Djokhar, âgé aujourd'hui de 20 ans, est arrêté quelques heures plus tard. Son procès doit débuter le 3 novembre. Le bilan de l'incendie qui fait rage à Valparaiso, au Chili, est désormais de 15 morts. Depuis samedi matin, le feu a détruit 850 hectares et 2000 habitations. 13 hélicoptères, 7 avions, 2000 policiers et soldats, ainsi que des centaines de pompiers continuent de lutter contre les flammes. La présidente chilienne a déclenché le plan catastrophe samedi, qui permet aux forces armées de participer aux opérations d'évacuation. L'incendie a entraîné l'évacuation de plus de 10 000 habitants et 8 centres d'accueil ont été mis en place. La météo qui s'améliore ce début de semaine pour les pompiers. Température en baisse et plus d'humidité qui fait espérer un contrôle total du feu d'ici 2 à 3 jours. Et puis on se quitte sur ces très belles images de l'éclipse totale de lune qui s'est terminée ce mardi. Il s'agissait de la première d'une série de 4 éclipses consécutives à 6 mois d'intervalle. Les astronomes appellent ce phénomène une tétrade. Il prendra fin en 2015. Cet événement astral, relativement rare, s'est produit précédemment en 2003 et 2004. Selon la NASA, la prochaine tétrade aura lieu en 2032 et 2033. La seconde éclipse lunaire de cette tétrade se produira le 8 octobre et les 2 dernières le 4 avril et le 28 septembre 2015 respectivement. Au total, il y aura 8 tétrades au XXIe siècle. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Parlement débat de la grille des salaires du secteur public pour trouver des solutions susceptibles de couvrir les dépenses envisagées, soit 2 milliards de dollars. Señola propose la formation d'un comité ad hoc. Une séance plénière sur fond de grogne sociale qui replante de plus belle avec grève à l'appui. Les syndicats menacent de lancer dès demain un mouvement de manifestation illimité si la grille n'est pas adoptée. Le ministère de l'Intérieur annonce plusieurs projets d'infrastructures dans différentes régions libanaises. Dans le cadre de l'aide aux réfugiés syriens,
Des projets rendus possibles grâce notamment à un don de 22 millions de dollars de l'Union européenne. Et puis le robot sous-marin dépêché pour aider à localiser l'épave du Boeing disparu de la Malaysia Airlines a vu sa première mission tourner court après avoir atteint la profondeur maximale de 4500 mètres. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.